Ça, c'est ce qu'on appelle communément un elbow pass, ou une passe du coude en français. Et comme tu peux t'en douter, c'est horriblement difficile à réaliser correctement. You just do the elbow pass to him in kind of slow motion. What if it don't work? It's gonna Oh, it's gonna work, man. All right, slow motion, you just put it there. Sans compter sur le fait qu'il faut aussi que la passe soit réussite et que ton coéquipier la rattrape. Now it's too far. Yeah. Bref, c'est surtout une technique qui existe pour le style plus que pour son utilité stratégique. Alors, la réaliser sous tension en plein match NBA quand ton coach, ses assistants et tous tes coéquipiers se basent avant tout sur une tactique étudiée, c'est du grand n'importe quoi, on est d'accord. En tout cas, pour n'importe qui fait preuve de bon sens. Mais heureusement pour nous, Jason Williams n'en avait absolument aucun. I just want to go out and have fun and make the game fun, and that's why I love to play it. Et très souvent, voire quasiment tout le temps, ce genre de profil qu'on appelle joueurs de highlights, c'est-à-dire des joueurs qui savent créer le show, sont des marginaux et ne sont pas faits pour durer. Et encore moins pour gagner des titres dans un environnement où seule l'élite de l'élite met déjà tout en œuvre pour espérer atteindre la finale des playoffs grâce à des stratégies millimétrées. En clair, c'est un rêve qui ne se réalise jamais. Et ça, c'est ce que tout le monde rabâchait sans cesse aux oreilles de celui qui est sans aucun doute le passeur le plus créatif de toute l'histoire de la NBA. Parce que jusqu'à la fin des années 90, on en avait eu des joueurs qui avaient des façons de faire des passes surprenantes, que ce soit des Magic Johnson et son no-look pass, ou même encore mieux, Pete Maravich, dit Pistol Pete dans les années 70, qui avait un handle, c'est-à-dire une manipulation du ballon hors du commun, et qui lui aussi était un grand créatif de la passe. En tout cas, aucun d'eux n'a à ce point radicalisé l'idée de faire des passes spectaculaires et de pousser le niveau de rythme, d'improvisation et surtout de culot au maximum, ce qui était très rare en match officiel de la NBA. When I think about one of the more exciting players in the league, it was Jason Williams. He could have been a Harlem Globetrotter. I'm not kidding you. It was showtime all over again. Can you believe him? En gros, Jason ne se contentait pas de jouer au basketball, il en faisait une véritable performance. Mais de une, pourquoi ? Et de deux, d'où lui venait ce besoin de ne pas être physiquement capable de jouer normalement ? Eh bien, juste avant d'entrer dans le cœur de la vidéo sur celui qu'on peut considérer comme le Orelsan de la NBA, je tiens à remercier le partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN. Parce que même si tu maîtrises ta vie en ligne, tu auras toujours besoin d'une protection supplémentaire pour ta navigation sur Internet. C'est là qu'intervient mon partenaire, CyberGhost VPN. Mais donc, plus concrètement, en quoi ça consiste ? Eh bien, c'est un logiciel qui sécurise ta navigation sur Internet et donc t'évite de voir tes données volées ou tes appareils exposés à des personnes malveillantes quand tu es connecté à un Wi-Fi public par exemple. Ça peut te permettre d'accéder à tes contenus préférés non disponibles en France sur des plateformes de streaming et d'économiser sur tes abonnements, puisqu'en changeant artificiellement ta localisation dans plein de pays dans le monde, tu peux accéder à 50% de contenu en plus sur Netflix, Prime Video ou Disney+ par exemple. Tu as même la possibilité de faire des économies sur tes réservations d'avions ou d'hôtels en te localisant dans des pays où ils sont moins chers. Puis 38 millions d'utilisateurs dans le monde ont déjà choisi CyberGhost VPN qui a d'excellents avis sur Trustpilot et si c'était pas suffisant, leur service client est disponible en français 24/24, 7 jours sur 7. En plus de tout ça, CyberGhost VPN te permet de protéger jusqu'à 7 appareils à la fois, que ce soit ton portable, ton PC ou encore ta console, parfait pour protéger aussi les appareils de tes amis ou de ta famille. En ce moment, tu as une réduction de 83% sur ton abonnement, soit seulement 2,03 € par mois et c'est garanti satisfait ou remboursé sous 45 jours. Alors clique sur mon lien en description pour naviguer tout en étant protégé avec CyberGhost VPN. Et maintenant, retour aux USA, où je vais vous montrer comment on devient une légende en grandissant dans un des endroits les plus perdus possibles aux États-Unis. Et ici, je parle évidemment de la petite ville de Bell, en Virginie occidentale. Et là, si t'es perdu et si tu ne connais pas ce nom, eh ben c'est tout à fait normal, parce que Bell, c'est environ 1000 habitants, aucune réputation établie pour former des futurs champions de la NBA. Toutefois, la ville avait le don de produire de l'ennui pour n'importe quel enfant des années 80 qui y vivait. Et cet ennui s'est vite transformé en un besoin pour Jason de passer le plus clair de son temps avec un ballon dans les mains. Et c'est même pour ça qu'à 4 ans, il pouvait déjà dribbler sans regarder la balle. Et donc, dès son adolescence, Jason avait déjà une solide réputation et jouait absolument partout, avec n'importe qui, allant souvent même jusqu'à des quartiers lointains pour participer à des matchs de streetball ou basket de rue. Tu sais déjà, je pense, que c'est un art à part entière si on le compare au basket plus académique, vu qu'ici la créativité, l'instinct et l'improvisation comptent tout autant, si ce n'est même parfois plus, que les compétences de base. Listen, if you spend as much time in the gym as me just dribbling, just like I've been on this earth 48 years, probably 17 of them years I was dribbling. Damn. You know what I mean? Just dribbling.
Avec tout ça, dès le lycée, Jason joue avec son ami d'enfance, Randy Moss, qui deviendra d'ailleurs un futur Hall of Fame de la NFL et qui explosait tout déjà à cette époque-là en football américain, basket et même baseball. Ils ont formé pendant 2 ans un des duos les plus explosifs du basketball lycéen, entre un Jason qui savait envoyer les meilleures passes pour prendre avantage des capacités athlétiques de Randy et tout casser sur leur chemin. Par la suite, Jason deviendra le seul joueur de l'histoire de son école à cumuler plus de 1000 points et 500 passes décisives, tout en étant élu joueur de l'année en Virginie occidentale en 1994. Et par la suite, tout ce talent et ce travail lui ont permis d'obtenir une bourse universitaire, mais là, le parcours commence à devenir un peu plus chaotique. Il rejoint d'abord l'université Marshall en 1995 sous la direction du coach Billy Donovan. Quand ce dernier changera de poste pour aller à l'université de Floride, Jason, qui ne voulait pas se sentir abandonné par quelqu'un en qui il croyait, allait simplement le suivre. Et c'était déjà une décision assez audacieuse, sachant qu'en arrivant là-bas en tant que nouveau, il a dû repasser une année sur le banc, comme si c'était juste un simple rookie. Puis une fois senior, il va tourner en moyenne à 17,1 points, 6,7 assists et 2,8 vols de balles par match. Mais il va aussi tomber dans un de ses gros péchés mignons et être testé positif au cannabis, ce qui lui vaudra une exclusion pour 3 matchs. Et à son retour, énervé d'avoir été écarté pour ça, il voudra montrer à quel point il est indispensable et il va donc battre le record de l'école avec 17 passes décisives en un seul match en 97. Puis à un futur match, il mènera son équipe à la victoire contre l'équipe du Kentucky qui était à ce moment les favoris pour le titre. Crowd a little quiet now. Loose ball, pick it up. Here comes Williams, and they've got numbers 4-on-1. Oh, no love! Pass. Oh, baby, what a pass that was! Mais ça reste, je le rappelle, un étudiant. Et en février 1998, il est encore contrôlé positif au cannabis. Et cette fois, l'équipe, et même l'école, n'a pas d'autre choix que de l'exclure complètement de l'équipe. You know, when I failed the second drug test, I got kicked off the team. And at first, I was thinking, what am I going to do now? But the very next day, I put it behind me. I had to apologize to Coach Donovan, my dad, and the other people that was close to me. When I explain my troubles with people, I kind of tell them it's like a baseball player. You know, when he steps up to the plate, he's got 3 strikes. And I feel as if I've already had 2, and if I swing and miss again, then my career's through. And I don't know what I'll do then. Et donc, on est face à un joueur qui a un dossier de fumeur avéré, qui ne fait que 1m85 pour 77 kg, plus qui a manqué 2 ans et demi sur 4 saisons de jeux universitaires. Et vous vous en doutez, généralement avec ce genre de profil, c'est ciao bye bye, on n'en parle plus. You get dismissed from Florida after what, 20 games? 17. 17. Damn, that's it? Sauf que là, on parle de Jason Williams. Et Jason Williams, il est très demandé pendant la draft NBA de 98. Il est même considéré comme le 2e meilleur choix chez les meneurs. Ce qui va amener les Sacramento Kings à miser sur lui en le sélectionnant en 7e position. With the 7th pick in the 1998 NBA draft, the Sacramento Kings select Jason Williams from the University of Florida. Et là, bienvenue en NBA, où dès ses premiers matchs, ça n'a pas manqué, Jason Williams s'est rapidement imposé comme l'un des meneurs les plus populaires et médiatisés de la ligue. Notamment parce qu'il s'est distingué par son style de jeu, qui est réellement spectaculaire. Je veux dire que là, si je vous bombarde d'extraits de ses plays, bah oui, vous êtes obligé de rester tellement c'est hypnotisant. Il enchaîne les dribbles, les spins, les crosses, et en saupoudrant tout ça avec des passes de plus en plus culottées et quasiment tout le temps à l'aveugle. On peut noter la fois où il a fait subir à Gary Payton, et Gary Payton n'est pas n'importe qui, un crossover qui est juste d'une propreté épatante et qui fera même sourire la légende. This is a super crossover. I mean, he hesitated for a minute, froze Gary Payton, and then just the crossover was just deadly. What I'm seeing right here is a guy that's not afraid to play against anybody. Alors qu'il vient de se le manger. Ce qui est vraiment marrant, sachant que quelques années plus tard, les deux seront coéquipiers dans une équipe de choc, mais spoiler, on verra ça juste après. Derrière, il met des 3 points super audacieux en sortie de dribble et possède une vision de jeu exceptionnelle qui lui a valu de sacrés compliments pour un simple rookie. Jason, he's like the newborn kid on the family, you know, but we have a lot of fun. I think, obviously I have a lot of flair in my game and a lot of enthusiasm, and I'll bring hard work. And, you know, like I said before, I'm going to help my team win any way I can, no matter that's diving on the floor for a loose ball or hitting a 3 or giving the ball up to Vladdy or Corliss or Chris, you know. Qui, à nouveau, je le rappelle, avec ses 1m85 et à ce moment-là environ 80 kg, a un
un visage juvénile et des tatouages visibles qui évoquaient davantage un joueur de streetball que le profil traditionnel d'un meneur NBA. Mais en même temps, c'est aussi ça qui a fait que ce rookie a vu en 99 son maillot être classé parmi les 10 meilleures ventes de la NBA à côté d'autres des plus grandes stars. One of the best fan base teams in the entire NBA. The Lakers would play up there, and like Phil Jackson would have earplugs in his ears. Like dudes would have cowbells. Those are good fans up there. Il a même été surnommé White Chocolate, ou chocolat blanc en français, car c'était une des premières fois qu'on voyait un joueur blanc issu de la campagne américaine jouer comme s'il sortait de Compton. White chocolate, let every white person know we know where it came from, and let every black person know he's one of us. That was all good. Perfect. Il suffit de voir comment très tôt ces moves sont devenus mémorables, comme la fameuse passe du coude effectuée lors du Rookie Challenge du All-Star Weekend 2000, qui est forcément une des passes les plus impressionnantes de l'histoire de la NBA déjà, et aussi, surtout, quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Et derrière tout ça, Williams et les autres nouveaux ont contribué à revitaliser les Kings, qui étaient connus pour être une équipe de perdants. Ils ont notamment été une des premières équipes de la NBA à utiliser l'offensive Princeton, c'est-à-dire un style de jeu basé sur le mouvement constant, des coupes dans le dos, des passes intelligentes et une lecture du jeu collective. En bref, un cauchemar pour les défenses, surtout quand c'est bien exécuté. Avec un Williams qui savait vite monter le tempo et utiliser ses coéquipiers, Sacramento est devenu une des équipes les plus dynamiques et impressionnantes à voir jouer sur le terrain. Et l'équipe était même en quelque sorte en avance sur son temps, en jouant une jeune version des façons de jouer qu'on voit aujourd'hui en NBA. Et même en dehors de l'aspect spectacle du truc, ils ont atteint les playoffs pour la première fois depuis 83 cette année-là. En plus, face au Jazz, qui était à ce moment 100 fois plus expérimenté, notamment avec Malone et Stockton, et pourtant, ça ne les a pas empêchés de bien se battre et de ne pas totalement se faire écraser. Bon, ils ont quand même perdu, évidemment. Utah didn't so much win as they escaped in round one. Look at the handshakes. This is admiration. He said, you know what? We fought you to the finish, and it took us an overtime in game 5. This is respect. De son côté, Williams a même été sélectionné dans la NBA All-Rookie First Team, puis il s'en est bien sorti cette saison avec une moyenne de 12,8 points et 6 passes décisives par match, ce qui était vraiment pas mal pour un nouveau, sachant qu'il a fini deuxième dans les votes du rookie de l'année, derrière Vince Carter. Ici, ce n'était pas les chiffres qui le rendaient spécial, c'était vraiment son style, sa créativité et son sens du show. Parce que, au-delà des statistiques, Jason Williams a laissé une empreinte lors de sa première année, tout ça parce qu'il permettait une chose très simple, apprécier le spectacle. Autant pour des joueurs professionnels, l'unique objectif c'est généralement de gagner, on est d'accord, autant pour nous spectateurs, on veut autant du beau jeu que voir l'équipe qu'on supporte avancer. Et donc si on se met à la place du fan moyen de n'importe quelle équipe de la fin des années 90, ça devait juste être agréable de regarder un match des Kings, même si on n'était pas spécialement fan, rien que pour voir une équipe rapide avec un meneur innovant qui savait faire le show. Mais bien sûr, comme tout ce qui a de l'audace, il y a un revers. Parce qu'on est d'accord que ce style de jeu, c'est pas son défaut, et je parle pas que des pertes de balles, Williams, c'était pas le joueur le plus efficace de son équipe, même pour les standards de l'époque, et encore plus lors de sa deuxième année chez les Kings. Déjà, on peut parler du fait qu'il était devenu une sorte de cible, tous ses exploits lui ont collé un viseur dans le dos, et la majorité des meneurs vétérans n'avaient aucune envie de se faire humilier par le petit nouveau. Certains insinuaient même que le battage médiatique autour de lui n'existait que parce qu'il était un blanc qui jouait comme un mec de la rue, et des joueurs comme Stephen Marbury prenaient chaque affrontement contre lui comme une affaire personnelle, et ne voulaient absolument pas se faire ridiculiser. Enfin bref, Jason inspirait à la fois respect et surtout agacement, puis surtout malgré le fait qu'il remplissait les salles et qu'il faisait le bonheur des highlights à la télé, et bah sur le terrain, ses choix devenaient peu à peu problématiques, notamment avec la stat qui tue, où lors de la saison 99-2000, il tente 505 tirs à 3 points pour seulement 29% de réussite. Tout ça avec un ratio passe décisive balle perdue qui est à peine inférieur à 2 pour 1, c'est-à-dire une valeur assez moyenne pour un meneur, et pour les non-initiés, ce ratio mesure combien de passes décisives un joueur donne pour chaque ballon perdu, et pour comparer, les meilleurs de la ligue tournent à 3 pour 1, et autant dire que les coachs voient très vite ce genre de stats. Mais bon, malgré tout, il reste un des meilleurs meneurs passeurs de toute la ligue, juste beaucoup trop imprévisible. Donc, chez les Kings, on commence à lui faire de moins en moins confiance dans les fins de match. Ça se remarque notamment au Playoff 2000 contre les Lakers de Shaq et Kobe, où Jason passe tous les 4e quart-temps sur le banc car il est jugé trop risqué. Alors là,
là, tu te demandes sûrement pourquoi pas simplement lui demander de faire des passes simples et d'arrêter de vouloir shooter des 3 points au-delà de la ligne. Eh bien, ça, on lui a déjà demandé. Et Jason a littéralement répondu « Je fais ce que j'ai envie de faire ». Et malheureusement, à ce niveau-là, la NBA, ça reste un business et les Kings, eux, commencent à viser plus haut. Surtout en voyant que tous les autres joueurs avaient leurs stats qui grimpaient, sauf Jason. Et ça a été à nouveau confirmé pendant les playoffs où encore tout le monde était solide sur ses positions, à part Williams. Malgré son statut de joueur le plus populaire de l'équipe, il y avait un choix difficile à prendre et quelques mois après la saison, Jason Williams a été envoyé aux Grizzlies de Memphis en échange d'un meneur plus sobre et surtout plus fiable, Mike Bibby. Et mine de rien, ce transfert était sûrement la meilleure chose qui ait pu lui arriver et en même temps qui ait pu arriver aux Kings. 2002, traded to the Memphis Grizzlies for Mike Bibby. What was that experience like, kind of learning the business of basketball? It sucked at first, because I didn't really want to leave Sacramento, but shout out to Bibby and the Kings. They got better when they got rid of me as a team, bro. In my eyes. What I know about basketball, that team was better when they got rid of me. They had a better chance of beating the Lakers with Bibby. Just the way he... Only a real one would say that, though. Most guys got too much pride to give props to another point guard coming after them. That says a lot about you, bro. Car déjà à Memphis, Jason retrouve une certaine forme de liberté. Et surtout, il va rencontrer Hubby Brown, coach vétéran engagé fin 2002, qui va l'aider à accomplir ce que peu imaginaient possible, et je parle bien sûr de faire évoluer ce sorcier du ballon en véritable meneur, ou en tout cas aussi proche que Jason Williams pouvait l'être. Et ça avec un cadre clair, pas pour le brider, mais pour lui permettre d'exprimer son jeu dans un système qui fonctionne. Et alors, les résultats vont être immédiats, plus 28 victoires en une saison, c'est un record pour la franchise. Setting franchise records can sometimes be taken with a grain of salt, but in the case of the Memphis, formerly Vancouver Grizzlies, these are not only the good old days, they look to be the start of something entirely new. Puis, dès 2004, les Grizzlies accèdent aux playoffs pour la première fois, même chose en 2005. Et un autre chiffre résume tout parfaitement, à Memphis, son ratio passe décisive balle perdue dépasse le 3 pour 1, ce qui le place régulièrement parmi le top 10 des meneurs de la ligue. En bref, on n'est plus juste en face d'un phénomène passager, mais d'un vrai meneur de très haut niveau. Toutefois, fin 2005, après 4 ans chez les Grizzlies, Williams a déjà 30 ans et ne se sent plus réellement à sa place dans la franchise. Le courant entre lui et le nouveau coach Mike Fratello ne passe pas du tout, mais heureusement pour lui, il va recevoir un coup de fil inattendu d'un de ses anciens adversaires, et surtout d'un des plus gros monstres de la NBA, Shaquille O'Neal, qui lui demandera en gros qu'est-ce qu'il a prévu pour l'année prochaine. Donc évidemment, destination les Miami Heat, où il va voir toute sa vie être transformée à jamais. Parce que là, on arrive au moment le plus décisif de sa carrière, celui où Jason n'est plus simplement la bête de foire qui amuse la salle, mais le meneur titulaire d'une équipe construite spécialement pour aller chercher le titre, avec, pour l'anecdote, 13 joueurs qui ont tous changé d'équipe dans un des plus gros trades de toute l'histoire de la NBA. Donc autour de lui, on a Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning, Gary Payton ou encore Antoine Walker. Tous ces monstres permettaient en partie à Jason de ne plus être au centre de la pression médiatique et surtout, on ne lui demandait pas de faire le spectacle, mais de tenir un rôle précis, piloter cette équipe, faire circuler le ballon, alimenter les monstres et sécuriser les possessions. En un mot, devenir un meneur fiable. Sous la tutelle du coach emblématique Pat Riley, les consignes sont limpides. Pas de folie inutile, pas de passe à l'aveugle si elle n'apporte rien, puis surtout, on respecte le système. Et ça, étonnamment, Jason le comprend assez et il s'y conforme. Ce qu'il avait commencé à construire à Memphis prend ici une autre dimension. À Miami, il atteint un équilibre rare entre instinct et contrôle. Il continue d'accélérer quand l'opportunité se présente et est aussi très bon pour lancer des contre-attaques avec des passes millimétrées. Mais le plus souvent, il respecte le tempo pour s'intégrer parfaitement au collectif. Bien sûr, ça ne l'empêche pas de nous montrer qu'il sait toujours faire joujou avec le ballon, je vous rassure. Toutefois, ses statistiques en saison régulière traduisent bien son évolution. Environ 12 points et 5 passes par match, 37% de réussite à 3 points, très peu de ballons perdus, rien d'extraordinaire sur le papier, mais une contribution qui est surtout constante et précieuse. Et surtout, extrêmement appréciée par ses coéquipiers. Puis, quand les playoffs commencent, il répond présent. Face aux Pistons lors du match 6 des finales de conférence, il signe l'un des meilleurs matchs de sa carrière, 21 points, et une performance d'une justesse remarquable dans un moment décisif. Defeating Detroit in 6 games, Miami had passed its biggest test, and the rest of the world was learning what the Heat already knew, that they had become a true team. And for the first time in this franchise's history,
Took me 13 years to get to this point. A whole lot of pain, a lot of tears, a lot of ice bags. Puis, quelques semaines plus tard, The NBA season could come to an end tonight. The Miami Heat win and they're champions. The Dallas Mavericks emerge victorious and will have a Game 7. There's one guarantee, it'll be packed and it will be loud here at the American Airlines Center. l'équipe remporte juste tout simplement les finales NBA face à Dallas. O'Neal. Oh boy, good job. Here comes Williams, fancy pass to Mourning, and Mourning right at Benga. Howard on the drive, blocked by Wade in the third. Wade, tough shot, banks it in. Terry gets a screen, blocked by Mourning, does it again. Terry, blocked by Mourning. Alonzo Mourning with his fourth rejection. Jason Williams devient officiellement champion NBA. Going to foul. Terry puts it up. Won't go. Rebound Wade. And the Miami Heat are champions of the basketball world. Woo! And the NBA championship for the first time in franchise history. Unbelievable feeling that you're the world champion, that you did it when everyone doubted you. I was just screaming. Congratulations, Miami Heat, 2006 NBA champions. Et là où ce titre est important, c'est qu'il vient consolider sa place pour ceux qui ne voyaient en lui qu'un joueur de highlights. Il prouve qu'il peut s'inscrire dans un projet collectif, tenir son rôle et peser dans un système structuré. Ce n'était pas le MVP, on est d'accord. Il n'avait pas non plus des stats incroyables du tout, ça c'est un fait. Mais ça reste la consécration de l'enfant de la petite ville de Belle qui sait jouer pour le spectacle et qui sait jouer aussi pour le titre. Des années plus tard, Miami Heat le nommera parmi les 25 plus grands joueurs de l'histoire de la franchise. Un hommage fort pour un joueur que beaucoup considéraient autrefois comme trop marginal pour durer. Mais évidemment, cette transformation a eu un prix. À Miami, Jason a dû mettre de côté une partie de son identité. Les éclairs de génie sont plus rares, les passes spectaculaires se font discrètes, le style est un peu sacrifié au profit de l'efficacité. Et ça, Williams, il l'a accepté. Car déjà à plus de 30 ans, la bague valait beaucoup plus que les highlights. Alors oui, peut-être qu'il a perdu une part de ce qui le rendait iconique à ce moment-là, mais en même temps, il a conquis ce que tout joueur poursuit en silence, un titre et le respect. En 2011, au terme de 12 saisons NBA, Jason Williams quitte la ligue avec 10,5 points et 5,9 passes de moyenne. Aucun All-Star Game, aucun titre individuel, des chiffres modestes. Enfin bref, dans les faits, ce n'était pas un joueur qui a retourné la NBA et tout raflé sur son passage. Jason Williams n'a jamais été un joueur de statistiques, il a été un joueur d'impact. Et il est clair que si on devait poser la question du pourquoi Jason Williams est inoubliable, eh bien, c'est parce qu'il a ramené de l'art et de la liberté dans une NBA de plus en plus obsédé par l'efficacité. Il a rappelé que le basket, c'est pas juste gagner, c'est provoquer des émotions. Sur un terrain, il donnait une chose rare, l'inattendu, et il le faisait avec sincérité et sans calcul. Mais cette magie avait évidemment un revers, et il a été sous-estimé, voire réduit à un phénomène de buzz, puis il a dû derrière se battre pour montrer qu'il pouvait aussi gagner, et il l'a fait. Sans totalement renier son style, mais en l'apprivoisant avec l'aide de vétérans. Aujourd'hui, son influence est visible partout, beaucoup de meneurs portant eux une part de cette culture qu'il a aidé à introduire dans la NBA, la créativité, la spontanéité et le culot. Au-delà des joueurs, Jason Williams a marqué la culture visuelle du basketball. Il est un des premiers joueurs NBA à devenir un phénomène viral avant même l'existence des réseaux sociaux. Ses highlights circulaient par DVD, email, puis YouTube, et on pouvait même dire qu'il était déjà en avance sur son temps. Puis encore, à la manière d'un Orelsan dans le rap français ou d'un Eminem, il a aussi cassé les codes. Dans un sport où certains gestes étaient associé à une culture précise, Jason Williams, blanc, né à Belle, en Virginie occidentale, est arrivé et a imposé le respect par le talent et le travail, pas par l'étiquette. Et tout ça grâce à des passes hors du commun. Salut. Et juste avant de partir, un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir été mon partenaire pour cette vidéo. N'oubliez pas de profiter de 83% de réduction sur votre abonnement en passant par mon lien en description.